On va reprendre le fil de nos discussions autour de l'hybridation. Radicale hybridation, c'est donc le thème choisi cette année. Mais qu'est-ce que l'hybridation au fond? Eh bien, on s'est tous posé cette question et on a décidé de convoquer à nos côtés deux expertes pour nous éclairer sur ce sujet. Il s'agit de Gabrielle Alpern, philosophe, et Natacha Ben-Simon, fondatrice de Blossom ID. Merci de les accueillir. Bonjour mesdames, bienvenue. Je vous en prie, installez-vous où vous voulez. Gabrielle Alpern, vous êtes philosophe, auteur de Tous Centaures, éloge de l'hybridation, et également de Créer des ponts entre les mondes, c'est chez Fayard. Et vous êtes justement, vous, à l'origine de ce concept philosophique de l'hybridation. Et Natacha Ben-Simon, vous êtes fondatrice de Blossom ID, cabinet d'études prospectives spécialisé dans le luxe, stratégie de marque. Vous utilisez d'ailleurs beaucoup l'art contemporain, on va y revenir, pour inspirer les marques. Mais d'abord, Gabrielle, je voulais revenir et commencer par vous, puisque vous êtes à l'origine de ce concept. Gabrielle, pour reprendre le titre de votre dernier livre, est-ce que c'est ça, l'hybridation, créer finalement des ponts entre des mondes? Oui, c'est créer des ponts entre des mondes, entre des métiers, des compétences, des générations, des citoyens, des matériaux, enfin bref, entre mille mondes. Et s'il fallait définir très précisément, moi, ce que j'entends par hybridation, c'est vraiment cette idée de mariage improbable, de mettre ensemble, encore une fois, des usages, des services, des matériaux, des sciences, des arts, qui a priori n'ont pas grand-chose à voir ensemble, voire qui pourraient sembler contradictoires, mais qui justement, mis ensemble, vont permettre de créer quelque chose de nouveau, de nouveaux lieux, de nouveaux modèles, de nouvelles formes d'art, de nouvelles sciences, en tout cas de nouveaux mondes. Et il y a déjà quelques exemples qui ont été donnés ce matin, mais en tout cas, je vais peut-être donner quelques exemples pour que ce soit plus parlant pour tout le monde. Effectivement, on voit cette hybridation à l'échelle des lieux. On va voir de plus en plus de tiers-lieux qui se développent partout, en France, à l'international, dans lesquels on va trouver pêle-mêle une épicerie, un incubateur de start-up, une résidence d'artistes et une crèche ou une maison de retraite. Dans une hybridation de générations, de publics, d'usages qui sont réunis dans un même lieu. On voit de plus en plus d'hybridation entre des écoles, écoles d'ingénieurs, écoles de design, d'art, bien sûr. Alors, il n'y a pas encore de partenariat entre l'école normale supérieure et les compagnons du devoir, mais j'espère qu'un jour, ils y penseront. Et puis, peut-être, évidemment, des hybridations entre des secteurs, ça, on en a déjà un peu parlé, hybridation en termes de matériaux. Peut-être un dernier exemple que je trouve intéressant, plutôt dans le domaine de l'écologie, c'est un artiste plasticien, Jérémy Gobet, qui travaille beaucoup justement avec la dentelle. Et donc, il a mis au point un point de dentelle avec des chercheurs et des ingénieurs qui, lorsqu'il l'entoure du corail comme tuteur, permet au corail de se régénérer. Donc, c'est intéressant, cette hybridation de compétences qui permettent justement de créer des solutions écologiques. Voilà, donc en tout cas, pour résumer, ça fait plus de 15 ans maintenant que je travaille sur cette question. J'en ai effectivement fondé les bases philosophiques et heureuse de voir que ça inspire en France et international et donc peut-être effectivement la thématique de cette journée. Voilà. Natacha, Gabrielle, dans ses travaux, a beaucoup travaillé sur la figure du centaure, qui est un hybride homme-animal. Vous avez travaillé aussi sur cette notion de réconciliation entre les deux mondes. Qu'est-ce que ça implique selon vous? Prenez le micro, qu'on vous entende bien. Il est allumé. L'hybridation, il est allumé? Oui. Bonjour. L'hybridation, moi, c'est un sujet qui me passionne depuis très longtemps. Et que j'ai travaillé beaucoup en prospective avec les marques, en ayant lu aussi beaucoup les travaux de Gabrielle Alpern, qui est quand même une vraie référence dans le domaine. Et je me suis tellement intéressée à ça, et je suis très férue d'art contemporain. Et en travaillant justement de plus en plus sur ce sujet, en voyant les artistes évoluer, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'artistes qui travaillaient sur l'hybridation ces derniers temps, et notamment sur l'hybridation homme-nature, et plus spécifiquement sur l'hybridation homme-animal. Et ça m'a complètement fascinée, donc j'ai commencé à les interviewer et à mener pas mal d'interviews, et je me suis rendu compte d'une chose aussi, c'est qu'il y a un mot qui revenait beaucoup, c'est le terme humilité. Humilité, étymologiquement, ça vient d'humus, c'est à terre. Donc c'est une manière aussi de remettre l'homme à sa juste place, c'est-à-dire en tant que vivant, parmi les autres espèces vivantes qui font partie d'un tout, où tout est relié, interdépendant, horizontalisé. Il y a autre chose aussi dans le fait d'hybrider, quand ils hybrident l'homme et l'animal, ces artistes ont une volonté de sortir du binarisme. Le binarisme, c'est sortir de cette coupure, de cette séparation justement, mais aussi de cette hiérarchie,
entre l'homme et la nature, entre l'homme et l'animal, entre l'homme et la femme, entre le matériel et le spirituel, entre l'imaginaire et le rationnel, entre le cerveau droit et le cerveau gauche, plein de choses. Hybrider l'homme et la nature, c'est aussi une volonté d'être dans la reliance. Et ça, c'est hyper intéressant par rapport à tous ces concepts utilisés. La reliance, c'est une manière de faire que tout s'entrecroise, tout s'entremêle en fait. On est dans un tout relié, harmonieux, comme ça, qui fait qu'on rassemble, on réunit, on réconcilie quelque chose aussi qui fait qu'on est dans le « et » non plus dans le « ou ». C'est ça l'hybridation aussi. Et il y a quelque chose de très joli dans l'hybridation, c'est qu'on intègre la complexité. Et la complexité, Edgar Morin, il avait une manière très jolie d'en parler, très poétique, parce qu'il revenait à son étymologie. Et complexus, ça veut dire tisser ensemble, ça veut dire embrasser, ça veut dire créer de nouvelles associations, de nouveaux assemblages, de nouvelles choses. Donc les artistes, quand ils hybrident, ils sont des véritables tisserands. Et juste une dernière notion, c'est une notion intéressante, c'est que l'hybridation, pour moi, c'est la métamorphose évidemment, mais c'est la transformation. Et à travers la transformation, on a quelque chose qui relève justement de la transculturalité, de la transidentité, du transfrontière, de transcender. Et le trans, ça veut dire le passage, c'est la traversée. Donc en fait, hybrider, c'est une manière de faire du transgenre, de passer d'ici à là, de passer outre, de passer au travers, de dépasser, et peut-être d'oser dépasser les limites, les barrières, les carcans, toutes ces choses à un moment donné qui font qu'on est peut-être enfermé dans des systèmes. Et la génération Z, elle a ça. Elle hybride tout, elle transversalise tout, elle horizontalise tout, et elle a cette manière justement de créer quelque chose de très en hybridant, de créer un monde complètement déconstruit qui fait que c'est porteur. Alors on parlera de la génération Z tout à l'heure. Gabrielle, quand j'entends ce que dit Natacha, finalement tout ça est très beau. Et pourtant, quand on entend le mot hybride, parfois on a un petit côté négatif, c'est hybride, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Pourquoi il a ce côté négatif et pourquoi vous vous êtes convaincu qu'au contraire, l'hybridation c'est quelque chose de positif ? Oui, effectivement, c'est tout le sens de mes travaux de recherche. J'ai voulu mener une sorte de grande enquête dans l'histoire des idées, de l'humanité, pour comprendre finalement pourquoi est-ce que... Qu'est-ce qui nous gêne tant dans ce qui est hybride, voilà, ce qui ne rentre pas dans nos cases? Qu'est-ce que ça vient toucher ou peut-être même blesser en nous de si sensible? Effectivement, encore une fois, aujourd'hui, quand on dit de quelque chose ou de quelqu'un qu'il est un petit peu hybride, c'est rarement un compliment. Voilà. Donc j'ai voulu aller finalement creuser cette question-là. Et c'est la raison pour laquelle j'ai justement pris ce fameux mythe du centaure dans l'Antiquité grecque, voilà, mi-homme, mi-cheval, figure hybride par excellence. Et en fait, justement, ce qui m'intéresse, c'est qu'à quelques exceptions près, si l'on lit attentivement les textes qui nous viennent de l'Antiquité ou dans la peinture ou dans la sculpture, eh bien les centaures sont presque toujours représentés comme des êtres monstrueux, maléfiques, agressifs. Alors là, lui, il a un arc avec une flèche, voilà, comme s'il nous voulait du mal. Donc c'est intéressant que les Grecs dans l'Antiquité aient choisi d'incarner cette idée d'hybridité, d'hybridation dans une figure aussi monstrueuse que celle du centaure. Et justement, s'agissant des mythes, le philosophe roumain Mircea Eliade disait « Le mythe, c'est une histoire qui nous est racontée pour répondre à une question ou à une angoisse. » Et c'est donc bien ça, encore une fois, ce qui a guidé tous mes travaux, comprendre à quelle question et à quelle angoisse le mythe du centaure et à travers lui la question de l'hybridation répond ou fait référence. Et en fait, alors, quelques hypothèses, quelques pistes déjà. Le centaure, c'est pas un homme, c'est pas un cheval, c'est-à-dire qu'il a à la fois pas d'identité et trop d'identité. C'est ce qu'on retrouve dans la notion d'hybride. En plus, le centaure est le fruit d'un mariage improbable, voire d'un mariage interdit. Donc il y a une forme de transgression dans le centaure. Il y a une forme de transgression dans cette idée d'hybridation. Et ça, c'est très important. Et en plus, il y a un autre élément qui pourrait peut-être expliquer pourquoi nous avons autant de mal avec cette idée. Eh bien, c'est notre bonne vieille rationalité, voilà, qui certes était très utile au début de l'humanité pour pouvoir comprendre le monde naturel, les phénomènes naturels, construire les sciences. Le problème, c'est que notre rationalité s'est complètement rigidifiée au fil des siècles,
au point qu'elle a transformé notre cerveau en usine de production massive de cases. Voilà. Et on ne se rend pas compte, mais on fait ça toute la journée. Toute la journée, on range notre conjoint dans une case, nos collègues, les métiers. Il y a les métiers manuels, les métiers intellectuels, la génération. Alors, il y a les jeunes, il y a ceux que l'on appelle pudiquement et un peu hypocritement les seniors. Enfin, voilà. On passe notre temps à ranger tout et tout le monde dans des cases. Et ce faisant, eh bien, en fait, c'est comme si on maltraitait ou on mutilait la réalité. Et le problème, c'est que c'est ainsi que nous avons développé nos filières, nos secteurs, nos territoires, nos politiques publiques, la manière dont on conçoit l'éducation, les formations, voilà. Et donc, finalement, on meurtrit la réalité, encore une fois, en découpant tout en morceaux. Donc moi, tout mon travail, c'est au contraire de réinventer le mythe du centaure, et plutôt que de voir en lui un monstrueux animal, eh bien peut-être plutôt percevoir en lui une figure inspirante de l'avenir. Natacha, est-ce qu'il y a des marques qui utilisent, j'imagine que oui, ces figures un peu hybrides, trans, tout ce qu'on veut? Est-ce qu'il y a des marques? Oh, pardon. Il y a des marques, bien sûr. Bon, je vais vous parler des artistes aussi, peut-être, parce que ça, c'est hyper intéressant. Alors, je vais me lever et je vais vous raconter un peu ce qu'il en est. On peut passer... Est-ce que j'ai la main sur les... Oui. Je crois que oui. On m'a pas mis les choses dans l'ordre. Alors là, vous êtes rendu trop loin. Non, il faut revenir en arrière. Ok, je reviens. Super. Donc, je vais vous parler un peu... Mettez bien le micro devant vous, parce que sinon... En fait, il y a une figure... Donc, je vais vous parler de l'hybridation, justement, homme-animal dans l'art contemporain. Un petit clin d'œil historique, quand même, parce qu'à l'ère paléolithique, il y a la grotte des Trois Frères en Ariège, où on trouve des thérianthropes. Les thérianthropes, c'est la représentation d'un être qui est mi-animal et mi-humain. Et on ne le voit pas là, parce que je pense que je n'ai pas exactement les images que je voulais, mais ce n'est pas très grave. On a une figure qui s'appelle le chaman dansant. Voilà, donc non, c'est pas grave, vous le verrez pas, vous le regarderez peut-être autrement à un autre moment. Autre chose, c'est en haute couture, il y a Alexander McQueen évidemment qui a été un grand précurseur, il y a plus de 20 ans, qui travaillait justement sur cette figure de l'hybridation. Thierry Mugler aussi qui l'a suivi et qui a travaillé aussi avec la figure de la chimère. En art, on a Matthew Barney, voilà. En art, on a Matthew Barney, je n'arrive pas à avoir la main. Alors, si quelqu'un peut le faire, voilà, c'est super. On a Matthew Barney qui était aussi pionnier. Et ce phénomène, aujourd'hui, il se répand de plus en plus en art contemporain, où on a plein d'artistes qui travaillent sur ce thème de l'hybridation homme-animal, mais peut-être d'une autre manière. Là, on voit avec Matthew Barney et Kate Clark qu'on a des figures d'humains sur des corps d'animaux. Et on va voir qu'aujourd'hui, ça va être un petit peu différent ce qui se passe. Miss Van, est-ce que je peux avoir... Voilà, super. Miss Van, c'est une artiste qui vient du street art et qui peint des murs au pinceau depuis plus de 30 ans et qui travaille justement sur la figure de l'hybride depuis toujours et de cet hybride homme-animal. Et avec le masque, justement, elle va intégrer de la complexité, de l'altérité, de la dualité, parce qu'elle se sert du masque justement pour apporter du mystère, mais aussi plus de force, plus de puissance et plus d'énergie. C'est un peu la force du masculin qu'elle intègre dans ce féminin avec le masque et avec cette hybridation. Dans son évolution, il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'on voit qu'elle se sépare, qu'elle se dépare de plus en plus de tout ce qui relève d'artifice. Le costume, Natacha, rapprochez bien tout ce qui est lié aux vêtements, tout ce qui est lié aux accessoires, pour ne se servir que d'éléments naturels, organiques, qui vont faire office de parure. Est-ce que je peux avoir l'autre diapositive ? En fait, elle va faire un peu comme avec les hommes fleurs, où elle va récupérer avec les peuples premiers énormément d'inspiration. Et ces hommes fleurs qui se parent de nature et qui en font justement des objets d'ornement, elle, son cheveu va devenir parure, son poil va devenir fourrure, mais ça va aller jusqu'aux cils, ça va être des espèces de ceintures comme ça, assez magnifiques de poils. Isabelle Chapuis, elle va atteindre ce même dépouillement, un dépouillement total avec un corps nu, parce qu'elle va justement parer tous ces corps d'éléments totalement naturels, de végétaux. Alors Isabelle Chapuis, elle a quelque chose d'intéressant, c'est qu'elle travaille le végétal, mais elle en fait un prolongement du corps. Elle en fait une continuité, c'est-à-dire qu'elle l'incorpore totalement, au sens littéral du terme, pour créer une espèce de fusion. Et ça rend le végétal totalement animal. Moi, c'est ça qui me fascine, c'est que quand on regarde un peu les épines,
les épines des épines de rose qui deviennent des griffes, les pétales de fleurs qui deviennent des plumages, ou les pissenlits sur le corps qui deviennent poils ou fourrures, les feuilles sur le doigt qui deviennent des ailes. Il y a quelque chose de très poétique et de très beau. Mais moi, ce qui me plaît aussi beaucoup là-dedans, c'est que la flore fait corps. Et quand la flore fait corps et qu'elle s'incorpore comme ça en pétalisant le corps, ou en prenant racine dans le corps, ou en fleurissant du corps, elle devient animale. Donc pour elle, l'hybridation de l'homme et de la nature, c'est une façon de relier l'être à son essence, à sa base, à sa dimension originelle, essentielle, naturelle. On revient aux fondamentaux. L'autre diapositive, je vais vous parler d'elle très brièvement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est Anayata, c'est une artiste qui est américano-japonaise que j'adore et qui fait des hybrides comme ça, très tribal, primitifs. On est sur l'éco-spiritualité et l'écoféminisme et il y a quelque chose de très fort dans cette espèce de puissance sacrée du féminin qui parle. Et ce que j'aime beaucoup dans son travail, c'est que ces êtres d'animaux, enfin de têtes d'animaux, ils ont quelque chose de particulier, c'est que pour elle, la figure de l'animal, c'est pour remettre l'homme justement au milieu de la nature, c'est-à-dire de lui faire reprendre sa juste place d'humilité, comme on en parlait tout à l'heure, mais c'est aussi de le sortir de l'ego. Et ça, c'est intéressant. L'autre diapositive, Lara Blanchard, très jolie artiste aussi. Ces parures que vous voyez là, elles ne sont pas que décoratives, parce qu'en fait, elle va les porter. Et elle en fait des processions dans la nature, c'est-à-dire qu'elle les met en pleine nature, au milieu de la neige. On est dans du blanc immaculé. Et c'est assez magique parce qu'elle dit quelque chose, elle dit « Je me replace au cœur du vivant, c'est là qu'est ma place ». Et elle va pouvoir enregistrer des sons de la nature pour pouvoir, dans ses expositions, recréer des processions comme ça, de ces créatures, et nous immerger totalement dans les sons de la nature. Eddy Dubien, je vais encore, si on peut me passer, voilà. Eddy Dubien, il fait une exposition aujourd'hui au musée de la chasse et de la nature, qui est assez magnifique. Je pense qu'il l'a inaugurée il y a 4 jours. Et il fait un travail très fort aussi d'hybridation homme-nature, homme-animal. Il y a un critique d'art qui parlait de sa dernière exposition en disant « C'est un hymne à la communion et à la consolation ». Et ce que j'adore chez lui, et qui résonne totalement avec sa vie, avec ce qu'il est, c'est qu'il a une manière très trans, très queer d'hybrider l'homme et la nature. Et il érige la nature en refuge. Et il nous parle d'une façon qui est tellement délicate, tellement sensible, tellement poétique. Il nous parle de réconciliation, il nous parle de réparation. Donc là, on est bien dans la reliance. Et comme il dit, il n'y a pas de distinction entre l'humain, l'animal, le végétal. Tout est au même niveau, c'est la vie. On est tous ces animaux, on est toutes ces plantes, on est tout. Voilà, donc c'est vraiment tout rassemblé. Merci d'avoir présenté tous ces exemples qui sont effectivement très parlants. Gabrielle, pour conclure, moi je voudrais essayer de comprendre, est-ce qu'on est vraiment entré dans une ère de l'hybridation? Est-ce qu'on peut dire ça? Et si oui, comment ça s'explique? Alors, effectivement, à mon sens, en tout cas, je suis convaincue que l'hybridation est la grande tendance du monde qui vient. Voilà, s'il y a plus de 15 ans, j'ai commencé à m'intéresser à cette question, c'est parce que je sentais qu'il y avait plein de petits signaux faibles autour de nous dans plein de domaines différents qui se démultipliaient de plus en plus, et ces signaux faibles, effectivement, commencent à devenir de plus en plus forts. Après, je dirais que l'hybridation est la responsabilité de chacun d'entre nous. Et on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent la menacer. Ce sont des signaux faibles, parfois aussi des signaux un peu fragiles. On voit bien que les entre-soi, parfois, les logiques de pureté, de repli, parfois pour des sujets juridiques, où effectivement, un lieu qui est dévolu à tel usage ne peut pas être dévolu à tel autre usage. Donc on voit bien qu'il y a effectivement des freins normatifs, réglementaires, qui sont à l'œuvre et donc qui peuvent effectivement mettre à mal cette tendance d'hybridation. Mais j'aimerais peut-être préciser un élément qui est important parce que il y a plein de mots qui ont été donnés. On pourrait dire que l'hybridation, voilà, c'est le mélange, le métissage, la reliance, tous ces mots, mais très précisément, et c'est vraiment le cœur du propos, et je pense que c'est important de pouvoir le préciser, l'hybridation, très concrètement, quelle est la relation entre les deux parties prenantes qui sont hybridées? Voilà, si on pouvait exprimer. Voilà. C'est pour ça que j'ai pris cette figure du centaure. Parce que dans le centaure, il y a quelque chose qui m'a toujours interpellée, c'est me dire quel est le type de relation qu'il y a entre la partie humaine et la partie cheval dans le centaure. Est-ce qu'elles sont dans une relation de fusion, où on ne sait plus vraiment qui est qui? Est-ce qu'elles sont dans une relation de juxtaposition? En gros, on a collé un torse d'homme sur des jambes de cheval, mais chacun fait sa vie de son côté.
Ou est-ce qu'elles sont dans une relation d'assimilation, au sens où il y a une partie qui essaye de prendre le pas sur l'autre? Eh bien, fusion, juxtaposition ou assimilation au sens où l'un essaye de prendre le pas sur l'autre, eh bien, à mes yeux, ce sont les 3 pièges de la relation à l'autre. Et ça, c'est vrai d'ailleurs en amour, en amitié, en géopolitique ou dans les relations professionnelles, quand un métier ou une fonction prend le pas sur les autres. Donc ce sont les 3 pièges de la relation à l'autre, et ça n'est pas ça l'hybridation. L'hybridation, justement, le centaure ne tombe dans aucun de ces pièges, et il inaugure ce que j'appelle, une 4e voie, la métamorphose réciproque. C'est-à-dire que pour faire un centaure, il ne faut pas juste mettre un homme sur un cheval. Il faut bien que chacune des 2 parties se métamorphose au contact de l'autre pour créer ensemble cette tierce figure qu'est le centaure. Et donc quand on veut hybrider des matériaux, des univers, des imaginaires, des métiers, des fonctions ou des services, des usages à l'échelle d'un lieu, par exemple, des activités, un restaurant avec un magasin, enfin voilà. En fait, c'est quelle métamorphose réciproque on est prêt à imaginer et à engager. Si c'est juste une juxtaposition, c'est pas très intéressant. Si une des activités ou un des mondes prend le pas sur l'autre, c'est de l'assimilation, ça n'est pas de l'hybridation. Donc il y a vraiment cette notion-là. Juste pour pouvoir conclure, j'aimerais préciser aussi que avec la crise sanitaire, on a beaucoup utilisé ce terme hybride pour pouvoir venir qualifier, dire présentiel, distanciel. Bon, travail hybride, voilà. Numérique, pas numérique. Le sujet numérique ne change rien à l'affaire. L'hybridation, ça n'est pas une affaire de numérique, pas numérique. Et c'est là où je voudrais vous interpeller, c'est que très souvent, quand on parle d'innovation, on pense au numérique. Voilà. Et je pense que le numérique, même s'il y a des choses formidables, rend souvent notre imagination paresseuse. Et je pense qu'en matière d'hybridation, en matière du coup d'innovation, il y a 1000 choses, 1000 mondes, effectivement, à unir, à réunir, et qui pourront engager des voies et des mondes peut-être encore plus intéressants. Voilà. Eh bien, merci beaucoup d'avoir planté le décor à toutes les 2. Merci, merci. Je vous laisse ressortir par là parce que nous sommes au bout du temps qui nous est imparti.